Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur leur thème et bienvenue à Actu Hebdo, notre rendez-vous dominical de la mi-journée, aujourd'hui sur le plateau. Monsieur Oumarou Diarra, ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour, Mais ça veut Dembélé. dire que vous n'avez pas de dimanche, hein? Naturellement, Et c'est avec plaisir que vous êtes sur notre plateau. le plaisir est Eh partagé. bien, merci beaucoup. Également avec nous, monsieur Abdoulaye Silla, conseiller technique auprès du directeur général de la CMSS. La CMSS, c'est quoi, monsieur Silla? Bonjour, Bonjour. c'est la Caisse malienne de sécurité sociale. D'accord. Ok. Sarah pour les bons temps. Absolument. Ah bon, très bien. Ok. Monsieur Konima Dambélé, vice-président de la FENEM. Bonjour, monsieur Dambélé, bienvenue. Bonjour. La FENEM, c'est. La FENEM, c'est la fêtière, l'organisation fêtière qui regroupe tous les acteurs de l'énergie. Quand on parle d'énergie au Mali, on sursaute un peu quand même. Nous en avons ici, à leur terme. Il n'y a Ouais. pas de coupure ce matin. Mais justement, la FENEM apporte des solutions. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Vous avez les moyens de le faire? En tout cas, nous avons les solutions. Ah ben très bien. Maintenant, il faut avoir les moyens de les acquérir aussi. Ok, et vous savez vous trouvez les moyens aussi? Oui, nous Ouais. savons trouver les moyens. En Bamanaka, on dit non, iti dafa moudrana, na nyigi jiti dao. Ou bien? Oui, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Ok, merci d'être venu. Et on part directement avec le premier sujet, le Mali, qui est un pays d'hospitalité et d'inclusion selon les réfugiés dont le nombre dépasse 64 000 personnes. En ce qui concerne les réfugiés volontaires maliens rapatriés, ils sont plus de 85 000 personnes. Ce sont là des chiffres annoncés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. C'était le mardi dernier 20 juin. Le thème retenu cette année était de l'espoir loin de chez toi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. L'événement était présidé par M. le ministre, délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. M. Oumarou Yara est justement sur ce plateau. Monsieur Silla, lorsqu'on parle de réfugiés, qu'est-ce que ça vous dit? Rien du tout. Bon, bien sûr, ça me dit une partie de la population en difficulté. D'accord, Voilà. Ce qui me revient, qui ne sont plus dans leur habitat normal. d'accord. Monsieur Konima, Tambélé, Oui. oui, lorsqu'on vous dit réfugiés, ça vous dit rien? Ah si, si. Oui, On comprend que ce sont les déplacés à la suite soit des catastrophes ou des guerres ou de l'insécurité. Des gens qui rejoignent des horizons plus sécurs. Voilà. ok. En tout cas, c'est comme ça que je comprends les réfugiés. Bon, Ceux qui ne sont pas dans leur résidence habituelle. ah, d'accord. C'est bien cela, c'est le ministre? Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là une fois de plus ce matin pour non seulement éclairer, informer, sensibiliser nos compatriotes et au-delà de nos frontières. Mes salutations sincères au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, premier ministre et l'ensemble des présidents de nos institutions. Parler des réfugiés, c'est surtout, ce sont là ces personnes qui ont perdu leur protection physique et territoriale. Parce qu'aujourd'hui, ne pas confondre réfugiés et déplacés internes. Les déplacés internes, ce sont ceux-là qui ont tout perdu par rapport à leur lieu de résidence habituel, mais qui ont trouvé refuge sur leur territoire national. Donc ce sont là les déplacés internes. Maintenant, les réfugiés, c'est ceux qui sont partis au-delà de leurs frontières, que ce soit suite à des catastrophes naturelles, que ce soit ou des conflits internes, ou même des situations politiques difficiles peut amener quelqu'un à se réfugier dans Mais un les deux pays. catégories sont concernées par la célébration de la journée. La célébration de la journée, elle est dédiée uniquement à ceux qui ont dépassé leurs frontières. D'accord. Mais naturellement, les deux vont de pair aujourd'hui, puisque la population concernée au Mali, naturellement, c'est une population nomade. La plupart de nos compatriotes qui Ouais. sont touchés par ces problèmes sont des populations qui sont tout le temps, même sans les conflits, sans le terrorisme, qui sont tout le temps en perpétuel mouvement. Mais la journée du 20 juin est consacrée exclusivement aux personnes réfugiées qui ont perdu leur protection physique et territoriale et qui séjournent dans un autre pays. Alors,
Et au Mali, il y en a combien? Au Mali, On parle de plus de 64 000 personnes. oui, quand les réfugiés étrangers qui sont au Mali, Oui. aujourd'hui sont au nombre de 69 000 exactement. 69 000. Oui, le nombre a augmenté depuis avril 2023. D'accord. Le dernier recensement, nous sommes à peu près à 69 000. Et là, l'enregistrement continue. Parce que vous savez, avec la situation au niveau des 3 frontières et la bonne collaboration entre le Mali et le Burkina, aujourd'hui, les combats au niveau de nos 3 frontières, la plupart des populations de ces frontières côté Niger, Mauritanie et Burkina sont venus vers Ménaka, Gao, Tombouctou. Donc, ce qui fait que le nombre a augmenté. Nous sommes à peu près à 69 000 aujourd'hui. Alors, 69 000 personnes, d'où viennent-elles? Comment vous les accueillez? Comment vous les hébergez? Et avec quels moyens et avec quels partenaires? Comment ça se passe tout ça? Vous savez, chaque fois je le dis que notre pays, le Mali, est un grand pays. Cette grandeur n'est pas liée qu'à sa superficie ou au nombre de populations, mais elle est aussi bâtie sur des valeurs. Et parmi ces valeurs, nous avons la solidarité. Le Mali est un grand pays d'hospitalité qui accueille l'être humain, et cela depuis la charte de Kouroukan-Foucault a été écrit. L'être humain est sacré, quelle que soit sa provenance. Il est bien accueilli au Mali, logé, nourri. Donc, nous n'avons pas failli à ces valeurs ancestrales de notre pays. Ces réfugiés, une fois qu'ils sont sur le territoire malien, la première des choses, ce n'est pas de savoir d'où est-ce que vous venez, mais les sécuriser, les assister, les protéger. Ensuite, nous procédons à l'identification et à l'enregistrement. Aujourd'hui, nous sommes même en train d'aller vers l'enregistrement biométrique pour nous permettre, une fois de plus, de faire la part des choses entre réfugiés venant du Mali ou un terroriste qui a échappé à l'armée malienne. Donc, après l'identification, ces populations, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires bien entendu, ces populations sont dans un premier temps casées dans des camps qu'on appelle camps de réfugiés ou des endroits que nous avons spécifiquement construits en partenariat avec l'OIM pour leur permettre dans un premier temps de voir si ils peuvent retourner, si cela est possible, ou ensuite, il y en a parmi eux qui vont même carrément demander, selon la durée qu'ils feront sur notre territoire, d'autres vont même demander à être naturalisés maliens. Donc l'assistance, elle est quotidienne. Le lot aussi est grossi par rapport aux candidats échoués à l'immigration clandestine. Surtout au niveau de Gao, nous avons beaucoup de jeunes qui ont tenté d'aller vers l'Eldorado, comme on le dit. Mais quand ils échouent, finalement, le retour leur est difficile. Donc, alors, monsieur le ministre, lorsque vous les accueillez, vous les hébergez, vous les nourrissez, on reste combien de temps réfugié? Le temps de refuge, c'est le temps que la personne soit sûre. Parce que le déplacement peut être spontané et brutal, mais le retour, c'est d'abord que les conditions de protection soient assurées par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qui suit. C'est-à-dire le retour est volontaire. D'accord. Au Mali, où est-ce que vous les accueillez? Au Bamako seulement ou dans toute la région? Ils sont pratiquement, le plus gros lot, c'est surtout au niveau de la région de Gao. D'accord. Au niveau de la région de Gao, mais ils sont à Bamako pratiquement dans toutes les régions. La plupart aujourd'hui ont intégré même la société. Il y en a qui se sont mariés, les femmes se sont mariées, certaines femmes se sont mariées aux hommes maliens, comme d'autres hommes réfugiés aussi ont marié des femmes maliennes. Et d'autres même ont été naturalisés. L'année dernière, il y a à peu près 10 parmi les réfugiés qui ont reçu la nationalité malienne à leur demande et ils remplissaient les conditions, raison pour laquelle le ministère de la Justice a proposé leur naturalisation au niveau du Conseil des ministres qui a été validé par le président. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, avec vos partenaires, d'organiser le retour de certains de ces réfugiés dans de très bonnes conditions? C'est arrivé? Oui, bien entendu. Vous savez, les Ivoiriens, nos voisins ivoiriens, on avait à peu près plus de 25 000 Ivoiriens sur notre territoire au moment où le conflit était à leur niveau. Et quand, vers les années 2018, quand la faim
de problème a été déclaré au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, également avec l'État ivoirien, organisé le retour dans la sécurité et dans la dignité de ces Ivoiriens qui avaient trouvé refuge chez nous ici pendant leurs moments difficiles. Ok. Et pourtant, il y a encore 69 000, le nombre grossit. Naturellement, comme on l'a dit, le Sahel aujourd'hui traverse une période très très difficile et critique de son histoire. Et aujourd'hui, en plus de ces conflits intercommunautaires ou ces guerres du terrorisme, nous avons également le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, ces populations qui sont là, au-delà de leurs frontières, bien entendu, notre valeur ne nous permet pas de dire à quelqu'un « retourne chez toi ». Mais au-delà aussi, la Convention des Nations Unies de Genève de 1951, par rapport aux refuges, c'est un droit des réfugiés qui soient accueillis et protégés. Donc, le retour ne peut être fait qu'à leur demande. D'accord. Donc, ce qui fait que nous, on les accompagne, on les assiste et nous continuons à jouer notre rôle tout en sachant que nous aussi, on a à peu près 204 000 de nos compatriotes qui sont répartis entre 3 pays amis. Justement, c'est cette question que je voudrais bien vous poser. Vous parlez maintenant de ces réfugiés que le Mali accueille. Qu'en est-il maintenant des Maliens? Oui, les Maliens aujourd'hui... Et où sont-ils d'ailleurs? Nous avons 204 000 de nos compatriotes qui sont essentiellement en Mauritanie où il y a le plus gros lot, à peu près avec plus de 78 000 de nos compatriotes. Et également au Niger, à peu près 68 000, et au Burkina Faso, qui va dans les 28 000. Donc, alors, vous êtes au courant qu'ils bénéficient des mêmes conditions, meilleures conditions d'accueil? Exactement. Nous avons des conventions, nous avons des accords qu'on a appelés accords tripartites entre chacun de ces pays et le Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Chaque année, chaque 3 mois, nous avons une rencontre avec le Niger, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Mali. C'est de manière alternative. Une fois au Niger, une fois au Mali, ainsi de suite au Burkina, en Mauritanie. Juste le 5 juillet, je dois être au Burkina Faso avec une forte délégation constituée à peu près de 9 départements sectoriels, la sécurité, la défense, tous les départements qui concourent au bien-être de nos compatriotes sur le plan sécuritaire, assistance, protection, droits de l'homme. Nous transporterons, Inch'Allah, au Burkina Faso pour aller parler non seulement des conditions de vie de nos réfugiés. Est-ce que leurs droits fondamentaux sont protégés? Et comment organiser aussi les volontaires déjà qui vont s'annoncer pour le retour, comment organiser leur retour. Donc voilà un peu leur assistance, ça continue. Juste il y a un mois, j'étais à Nouakchott où j'ai également rencontré la communauté malienne des réfugiés qui sont là-bas. Nous avons discuté, même pendant le baccalauréat, ils ont pu composer, il y avait à peu près 154 candidats au bac qui ont pu composer grâce aux efforts conjugués des autorités de la transition, en chef le président de la transition, le Haut Commissariat des Nations Unies et les autorités de la Mauritanie. Il y a un mot que vous utilisez beaucoup, c'est l'assistance. Assistance, assistance. Quel est le contenu que vous donnez à ce mot en direction de ces réfugiés? Vous les assistez comment? Vous savez, un être humain d'abord a besoin d'être protégé. Ça, c'est l'abri. Ils ont besoin d'abri. Ils ont besoin d'assistance en termes de vivre. Ils ont besoin d'assistance en termes même de reconstituer leur civilité. Vous savez, ces personnes, en quittant leur lieu d'origine, ont tout perdu. Donc, ils ont d'abord besoin d'être rassurés. Donc, pour cela, nous avons les différents cholesters qui interviennent dans chaque domaine ou en partenariat avec l'État directement qui les accueille, ou en partenariat avec l'État malien, ou en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies, non seulement pour leur donner à manger, assurer leur sécurité et continuer à voir si leurs droits sont protégés dans les pays d'accueil. Alors, quelle est la limite, la différence entre un réfugié et un aventurier? Un aventurier, c'est quelqu'un qui s'est déplacé de son plein gré. Il sort pour la recherche du mieux-être. Donc, il n'est pas du tout un réfugié. Et le réfugié, quel qu'il cherche, c'est le mieux-être? Le réfugié, c'est la protection. Soit il échappe à un conflit, soit il échappe à
une autorité politique qui veut l'imposer des choses. Comment vous pouvez le savoir, vous? Bien entendu, c'est à leur demande. C'est à leur demande. Nous savons ceux qui sont réfugiés, soit par conflit. Nous avons quelques-uns, peut-être, qui sont aujourd'hui, je ne citerai pas de noms, qui sont des réfugiés politiques, même si ce sont nos compatriotes, ils sont aussi dans mon registre. Donc, dans un passé récent, ils étaient des autorités dans ce pays, mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des réfugiés. Donc, à leur demande, ils peuvent avoir l'asile, le statut de réfugié, mais cela n'enlève en rien leur appartenance au Mali. Donc moi, en tant que ministre en charge de leurs questions, je serai là à défendre leurs droits et devoirs tout en préservant le pays. D'accord. Alors, il vous est arrivé de faire revenir des Maliens, des réfugiés? Naturellement, de 2012 à nos jours, nous avons à peu près 85 000 rapatriés volontaires à leur demande. Et d'autres même sont revenus de manière spontanée. Juste en fin 2021, nous avons à peu près 15 000 qui ont quitté le camp de Beira, en Mauritanie, vers la région de Tombouctou, Niafunké et autres. Donc ici, je voudrais donner une information très très capitale qui est en rapport avec une dernière déclaration du responsable de l'aménagement du haut des tribunes des Nations Unies concernant la situation sécuritaire de notre pays, où il a lié cela au nombre de populations déplacées internes. Vous savez, Djombélé, la montée en puissance de notre armée, que nous disons à la longueur des journées, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité. En tant que ministre du terrain, je peux le dire, mois de juin 2021, quand on venait aux affaires, et aujourd'hui, il y a une très grande différence, même par rapport aux missions que j'effectue sur le terrain. L'honnêteté intellectuelle devrait amener le responsable à dire aujourd'hui, nous avons 375 000 déplacés internes. Donc, il a pris ces chiffres pour dire que rien ne va au Mali. Or, quand nous faisons un petit retour en août 2022, le nombre de populations déplacées internes au Mali était de 422 000 personnes. Ah bon? Était de 422 000 personnes. Et en décembre 2022, ce nombre a été revu à la baisse. Nous avons enregistré 412 000 personnes. Et de janvier en avril 2023, nous avons eu le retour spontané et volontaire de 36 000 personnes de déplacés internes sur leur lieu de résidence habituel. Cela s'appelle simplement une performance. Du coup, une performance. Comment vous avez réussi ça en si peu de temps? Nous, c'est grâce à la sécurisation de certaines zones. Ah, d'accord. C'est la population même qui est retournée de manière volontaire parce qu'ils ont su, alhamdoulilah, aujourd'hui que ça va dans leur localité. Parlant de la sécurité au Mali, c'est un sujet très délicat. Je ne suis pas de cette autorité souvent qui dit tout va bien. C'est peut-être quelque part heurter la sensibilité de nos compatriotes qui sont dans la difficulté. Mais en réalité, quand nous faisons une comparaison raisonnable entre la situation de 2020, 2021, 2022, 2023, nous verrons une nette amélioration de la condition sécuritaire dans notre pays. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la paix qui est la quintessence de tout projet de développement, naturellement. Donc cette montée en puissance de l'armée, c'est ce qui occasionne que ce soit le retour des réfugiés, que ce soit le retour des populations déplacées internes, tout est lié à la sécurité. Raison pour laquelle la politique des autorités de la transition, tout a été battu autour de nos forces de défense et de sécurité. Comment les équiper, les mettre dans les conditions de sécuriser notre pays afin de favoriser le retour de nos compatriotes. Ok, rapidement, les réfugiés qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent demander? Et qu'est-ce qu'on peut leur donner? Ils peuvent demander tout. Que ce soit la naturalisation, que ce soit le retour à leur pays. Ils peuvent demander le travail sur place. Ils peuvent demander le travail sur place. D'accord. Comme le Mali, vous savez, a des ouvertures, même si ce n'est pas le statut de réfugié, il y a d'autres qui travaillent. Et aujourd'hui, ils vivent comme des Maliens en droit et en devoir, tout en respectant les lois de notre pays. C'est ce qui est demandé par le Haut Conseil le Haut Commissariat des Nations Unies. Ça se passe comme ça au Mali.
Ailleurs aussi, ça se passe comme ça. Exactement. Vous avez parlé d'assistance. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de notre département, nous nous occupons naturellement de l'humanitaire, mais également de l'ensemble des politiques de lutte contre la pauvreté. Donc, partant de là, nous sommes en train de révolutionner un peu l'assistance humanitaire pour ne pas encourager les mouvements de population. Parce que vous savez, chaque fois qu'on donne, si quelqu'un il a faim, un Traoré il a faim quelque part, lui aussi il peut créer le mouvement, s'il peut bénéficier gratuitement à manger. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis dit au niveau du département, bien entendu, après concertation avec ma grande sœur que je salue de passage, Adja Jaminatou Sangaré, aujourd'hui qu'il est important que nous faisons ce pont entre l'humanitaire, le développement pour aboutir à la sécurité. Parce que oui, depuis tout le temps que vous parlez de ça. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez mis? Donc, cette assistance, qu'est-ce que vous avez posé comme acte dans ce sens? Dans ce sens. Un exemple, deux exemples. Un exemple, aujourd'hui, toute la population déplacée de Zantigila, cette année. Zantigila, c'est où? Zantigila, c'est juste à 100 km de Bamako. Ah, d'accord. Donc, sur la route de Ségou. Sur la route de Ségou, ces populations, cette année, nous allons expérimenter le champ saisonnier. C'est un projet qui va permettre à l'autonomisation de ces populations déplacés. Créer des activités génératrices de revenus dont eux-mêmes puissent développer leur capacité à se nourrir. Pourquoi Zantigila? Zantigila, c'est une première expérience, comme dans d'autres types par rapport à ce projet. Sinon, il y a d'autres assistances, que ce soit l'embauche, que ce soit la coupe-couture, que ce soit l'artisanat. Même avant-hier, j'ai remis un important lot de petits matériels aux artisans des populations déplacées du Nord et du centre, jusqu'à hauteur de 70 millions. Donc c'est vraiment une révolution que nous sommes en train d'amener au niveau du département, bien entendu en partenariat avec les autres départements sectoriels. D'accord, et vous allez maintenir cette dynamique? C'est naturel et normal. Et vous avez des questions? Sinon on va passer à notre prochain sujet. C'est bon? La question, bon, oui, allez-y, monsieur Koniba. Monsieur le ministre, vraiment merci beaucoup. Il a beaucoup à dire. Vous faites attention pour qu'on ne puisse pas clignoter sur votre timing. Hein? Oui. Voilà. En fait, allez-y avec votre question. Monsieur le ministre, vous avez vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes ces actions et j'aurai l'occasion de développer comment nous, en FENEM, nous pouvons contribuer à ce que ces réfugiés passent du régime d'assistance alimentaire à la production aussi. Ah ben, très bien. Ok, on attend votre contribution. C'est vraiment cela que nous avons besoin aujourd'hui. Ok. Et dans peu de temps, je dois signer même une convention avec le ministre de l'Entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Tout ça, ça va dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, je reste convaincu que le département de l'humanitaire a un grand rôle à jouer dans le cadre du retour de la paix. Parce que les terroristes s'alimentent à travers la population. Ils profitent de la précarité pour enrôler nos enfants. Donc si l'armée doit détruire les terroristes, moi je dois travailler au niveau du département à détruire les sources de recrutement des terroristes. La précarité est une cause de vulnérabilité qui peut exposer ces jeunes à suivre les terroristes très facilement. Ok. Et c'est parti pour le contrôle physique des personnes, des pensionnaires de la Caisse malienne de sécurité sociale. CMSS, et cela sur toute l'étendue du territoire national. L'opération a commencé le 19 juin dernier et se poursuivra jusqu'au 18 juillet prochain. Et pour s'assurer du bon démarrage de l'opération, le ministre de la Santé et du Développement social s'est rendu dans 2 centres de contrôle. Le constat est le désengorgement de ces centres. Le ministre de la Santé et du Développement social a aussi demandé à la Direction générale de la CMSS l'effectivité de la décentralisation du contrôle au niveau des communes du district de Bamako, certainement à l'intérieur également du pays. Il nous le dira tout à l'heure, M. Abdoulaye Cissé Sila, conseiller technique auprès du directeur général de la Caisse. Bonjour encore, M. Sila. Bonjour. Alors, cette première question, c'est une première opération dans le genre, vous le faites toujours, c'est traditionnel? Effectivement, merci M. Dionvelé de l'opportunité que vous me donnez de parler de notre activité. Et le contrôle physique des pensionnés est une activité habituelle de la Caisse. Depuis sa création, la Caisse malienne de sécurité sociale a été chargée de la gestion des questions relatives
à la gestion des pensions. Et donc, à ce titre, elle doit mener un certain nombre d'activités, notamment s'assurer de l'équilibre financier de ce régime, car les cotisations qu'elle collecte doivent servir à payer les pensions. Donc, cet équilibre financier est précaire, est parfois rompu. Ah bon? Est parfois rompu, et ce qui amène des difficultés pour la Caisse d'honorer ses engagements. Donc, c'est dans le but de pallier à ces problèmes que la Caisse entreprend une panoplie d'actions, parmi lesquelles le contrôle physique figure en bonne ligne. D'accord. Alors donc, ce contrôle physique était réalisé chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Chaque 5 années. Mais la dernière opération, c'était en 2018. 2018. Alors, c'est pas 5 ans? Effectivement, il y a 5 ans de cela que la Caisse, effectivement, a organisé la dernière édition. Et nous avons attendu... C'est pas trop 5 ans? Effectivement, c'est trop 5 ans. C'est ce qui ressort même des recommandations du Conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale et des structures de contrôle, notamment la CIPRES, donc qui ont recommandé de réduire cette échéance à 1 an. À 1 an. Donc depuis 2020, la Caisse s'emploie à travailler sur cela. Et donc nous visons un contrôle physique efficace. Et nous sommes rendus compte que les anciennes échéances de contrôle physique avaient des insuffisances que nous avons bien voulu Par exemple c'était un peu manuel. Le contrôle physique était manuel. Donc il y a beaucoup de détails qui vous échappaient. Exactement. D'accord. Donc nous avons bien voulu, dans le cadre de l'amélioration des services de la Caisse et de la recherche de la performance engagée par la direction générale de la Caisse sur l'ensemble des activités. Et donc nous avons bien voulu rénover et innover. Et c'est ce qui nous a amené à prospecter un contrôle physique biométrique qui, aujourd'hui, les séances de 2023... Il est opérationnel? Pas encore, pas totalement. Et il le sera quand? Il le sera l'année prochaine, Inch'Allah. Cette année, la spécificité, c'est que... Donc l'opération qui est en cours aussi est manuelle? Non, pas manuelle, c'est une phase transitionnelle. Ah, d'accord. On se sert du contrôle physique de cette année pour préparer le contrôle exclusivement biométrique l'année 2024. Donc, c'est ce qui nous a valu un investissement important en matière d'informatique. Donc, nous avons acquis et nous avons développé une application qui nous permet vraiment de faire notre contrôle physique en ligne cette année. D'accord. Voilà. Donc, alors, ils sont combien ces retraités? Les retraités, 63 626 environ, qui prennent les droits de pension, puisque certains retraités peuvent avoir 2 pensions, puisqu'ils sont répartis à peu près à 74 033. On peut avoir 2 pensions? Oui. Et comment? Un fonctionnaire qui a la chance d'être un député peut avoir sa pension de retraite de fonctionnaire et sa pension parlementaire. Un ancien député peut l'avoir? Oui, un ancien député. Vous avez une deuxième pension? Vous avez été député, non? Mais je ne suis pas fonctionnaire. Ah, d'accord. Vous avez la pension de député? Oui. Ah bon, très bien. Voilà. Okay. Donc, c'est cela. Donc, c'est ce qui explique pourquoi nous avons 74 000 droits à contrôler sur un effectif de 63 000 pensionnés. Alors, donc, ces pensionnés sont disséminés un peu partout. C'est pour cela le contrôle. Est-ce que vous avez constaté des dysfonctionnements aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu des notes fictives, des trucs jusqu'ici? Non, pas du tout. Pour le moment, mais il faut attendre la fin de l'opération. Justement, l'opération se pose sur 1 mois. Effectivement, si les irrégularités sont constatées, ces irrégularités sont centralisées au niveau d'une commission nationale mise en place qui va vérifier, s'assurer qu'il ne s'agisse pas simplement d'une incohérence. Sinon, si c'est un cas de fraude,
des dispositions seront prises. L'objectif du contrôle, effectivement, c'est cela, c'est la rationalisation des dépenses de la CMSS, voilà, compte tenu de cet objectif d'équilibre financier poursuivi par la Caisse malienne de sécurité sociale. Donc, forcément, cela va sans dire et nous allons être très vigilants, très regardants sur vraiment les conditions de l'organisation pratique et matérielle de ce contrôle qui se déroule aussi bien à l'intérieur du Mali, dans toutes les régions, dans tous les cercles. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de centres à Bamako? Il y en a combien? Oui, il y a beaucoup de centres à Bamako. Il y a au-delà des... Il y en a dans toutes les communes? Dans toutes les communes. Nous avons également au niveau de la direction régionale un centre et nous avons exceptionnellement mis en place un centre au niveau de la maison des aînés. Voilà, pour faciliter l'opération à nos papas et à nos mamans. Ok, il faut nous éclairer la lanterne. Ici, il s'agit des pensionnés de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS. Il y a combien de catégories de pensionnés au Mali? Bon, fondamentalement, il y a deux grandes catégories. Il y a les fonctionnaires du secteur privé, et les retraités du secteur privé et les retraités du secteur public. D'accord. Donc la CMSS s'occupe du secteur public constitué de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, des militaires et des parlementaires. Les autres, c'est au niveau de l'INPS, qui est une structure conseil chargée des privés. D'accord. Alors, on ne sait pas, le modèle de l'INPS, c'est pareil, ou vous vous inspirez de ce modèle, ou bien ils aussi ils vont migrer, transiter, vous en savez quelque chose? Oui, absolument. Dans le cadre c'est la même méthode de travail Oui, bon, effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Les deux structures travaillent dans le même secteur pour fournir les mêmes services aux populations. Et donc, cela va sans dire que nos moyens voilà, se recoupent, même si c'est différent, compte tenu de la nature même de nos assurés. Et donc, sinon, les structures travaillent en intelligence. Une bonne collaboration existe entre les deux structures. Mais quel est le gain de la séparation? Ce ne sera pas mieux de les mettre ensemble? C'est comme qui dirait l'autre. Hein, un moment, il y en a qui portaient cette remarque, je ne sais pas si c'est une critique de mauvaise loi ou pas. Il disait ministère de la Culture, ensuite ministère de l'Artisanat part. On met tout ensemble, comme ça se passe maintenant, ce n'est pas, on n'a pas plus de gains, non? Bon, au contraire, moi je pense qu'il y a plus d'efficacité à spécialiser chacun dans son domaine. Voilà, absolument. Très bien. Voilà, donc je crois que c'est ce qui, effectivement, la question elle n'est pas nouvelle, hein, elle est très souvent posée, mais les autorités ont compris quand même qu'il fallait permettre à chaque structure d'être spécialisé dans son domaine, ce qui nous permet vraiment plus d'efficacité, plus de performance. Parce que vous n'avez pas les mêmes sources de ressources. Exactement, nous n'avons pas les mêmes sources de ressources. Nous avons des prestations qui peuvent légèrement différer, effectivement, compte tenu de cette spécificité. La source de vos revenus, c'est où? Comment? Les cotisations, essentiellement, des fonctionnaires. Voilà, c'est les fonctionnaires qui sont en activité qui cotisent. Et ce sont ces cotisations qui servent à payer les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite. Tous ces liens intergénérationnels en matière de pension, parce que le système que nous appliquons est un système par répartition. Et donc, ce qui stipule que ceux qui travaillent aujourd'hui financent ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Et ceux qui sont travailleurs aujourd'hui seront financés demain par ceux qui travailleront demain. D'accord, mais il y a de moins en moins de fonctionnaires. Est-ce que la machine ne va pas se gripper dans quelques années? En fait, le nombre de retraités qui grossit et le nombre nombre de fonctionnaires qui baisse quand même. Hein? Effectivement. C'est un constat, non? En fait, je vous dis, le nombre de fonctionnaires dépend toujours de la vision du gouvernement. Les autorités, il y a des moments où il faut impulser une dynamique. Et donc, tel qu'on le ressent actuellement, je pense qu'il y a une dynamique de reprise dans le recrutement de la fonction publique. Donc, il y a eu beaucoup de sessions de recrutement récemment. Donc ce n'est plus la peine, ce n'est pas nécessaire de dire aux jeunes, allez-y vers le secteur privé alors. Non, mais alors... il est là, monsieur le ministre. Effectivement, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Oui. Aujourd'hui, on sait que le développement
du pays passe forcément par l'optimisation du secteur de l'entrepreneuriat. Et donc, ceci dit, la retraite à notre niveau, l'évolution du nombre de fonctionnaires et du nombre de retraités, c'est en dents de scie. Des fois, la courbe ces dernières années, c'est comment? La courbe, ça monte, hein? Ça c'est ascendant. Oui, la courbe est ascendante. Ouais. C'est pour cela il nous a valu en 2018 l'aboutissement des réformes. Nous avons mené certaines réformes dont l'aboutissement s'est achevé en fin 2018 par une nouvelle loi qui nous a permis un peu de faire des ajustements paramétriques en vue de faire face donc à ce déséquilibre, cette évolution en dents de scie qui fait que des fois les retraités augmentent, des fois les fonctionnaires diminuent, et donc il faut trouver le juste milieu pour permettre à ce que les cotisations puissent financer les retraites. Et donc c'est pour vous... Dans tous les cas, les retraités peuvent entrer dans leurs droits, aisément, absolument. Pas de problème. Ceci est d'autant plus vrai que la question de retraite est d'une responsabilité de l'État. Donc chaque fois que besoin a été l'État a été là pour financer le gap, s'il y en a, le gap pour financer les retraites. Donc les retraités sont tranquilles. Aucune difficulté ne va entamer la CMSS dans la tenue de ses engagements. Une mission régalienne, absolument. Bien portée jusque-là. Absolument. Ok, alors on va passer à notre troisième sujet, Bamako, la capitale des énergies renouvelables, on va l'appeler comme ça en tout cas. Les acteurs du domaine venus de divers horizons, ils étaient réunis au cours d'une table ronde qui s'est tenue cette semaine donc ici à Bamako. Durant cette journée, c'était de 9h jusqu'aux alentours de 13h, les spécialistes ont passé en revue les difficultés qui entravent la promotion et la valorisation des secteurs énergétiques, un tremplin pour les différents experts de pousser la réflexion sur la problématique qui préoccupe plus d'un. Cette table ronde était portée par la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle, la FENEM, évidemment, avec l'appui des partenaires et surtout suédois. Il y en a d'autres également. Ok, pour en parler, nous avons donc Monsieur Konima Dambélé, qui est vice-président de la FENEM. Et vous représentez également, Monsieur Dambélé, la FENEM au sein du CNPM, non? Vous faites partie des organisations de la FENEM, du CNPM, c'est bien cela? Vous-même, vous êtes également ingénieur électricien, c'est bien cela? Tout à fait. Ok. Vous êtes en politique, vous avez été député, législature 2002-2007. Correct? Oui. Ok, très bien. On vous laisse 2 secondes. Monsieur Silla, vous avez de l'électricité ce matin? Absolument. Pas de problème. Oui, pas de... Monsieur le ministre. Moi, j'avais un petit souci, mais ça va. On comprend aisément, parce qu'en réalité, la situation de notre pays, avec la conjoncture actuelle à travers le monde, nous sommes en train de travailler à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, afin de soulager nos compatriotes. D'accord. Voilà. Alors, chaque fois que dire qu'il y a une crise énergétique au Mali, ce serait la palissade. Et est-ce que vous avez pensé souvent à une autre solution? Je m'achète un générateur électrique, c'est la solution, ou je m'installe des panneaux solaires. Vous avez pensé à une solution de rechange un peu souvent, non? Moi, je pense qu'il est important. En 2012, j'étais sur un projet avec les Marocains, la centrale photovoltaïque, où j'avais commencé les études d'impact environnemental dans certaines régions pour renforcer la capacité de nos centrales thermiques qui coûtent excessivement cher à l'État. Et je pense aujourd'hui nous devrons aller vers les énergies renouvelables. D'accord. Ok, c'est déjà très bien. Je crois que c'est la même mouvance. Alors, la FENEM, rapidement, monsieur Konima Dambélé. C'est quoi la FENEM? Ok, merci monsieur Dambélé. Donc, avant de répondre c'est quoi la FENEM, je voudrais quand même porter une précision. Je ne représente pas la FENEM au niveau du CNPM. Ah bon, d'accord. Je représente l'organisation patronale des entreprises de construction du Mali au niveau
du CNPM. Ah, d'accord, pas la FENEM. Voilà. Ok. Merci d'apporter l'éclairage. Voilà. Alors, la Fédération malienne de l'électricité et de l'énergie et des énergies renouvelables, c'est l'organisation fêtière qui regroupe tous les acteurs de ce domaine. D'accord. Ils Vous sont- êtes nombreux, hein? Oui. On parle de aujourd'hui- 160? Oui, aujourd'hui nous D'accord. sommes 160. Ah, ah. Et puis voilà, et elle continue de recevoir des adhérents. D'accord. Alors, pourquoi mettre en place? Pourquoi vous fédérez? Bon, d'abord, nous fédérons, c'est pour avoir une structure qui va parler au nom de tous ces acteurs Mhm. et puis travailler à créer les conditions de leur épanouissement. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pour cela, la FENEM organise beaucoup d'événements, n'est-ce pas? Des rencontres. On a vu par exemple qu'il y avait certains de vos membres qui ont séjourné en Afrique du Sud lors d'une rencontre en Elite Africa. Et c'est la rencontre des spécialistes de la question énergétique. Il y a les nouveautés du monde là-bas. Et tout ce qu'il y a comme création, tout ce qu'il y a comme moyen pour réussir la transition énergétique, on va en parler et tout à l'heure. Maintenant, pourquoi la table ronde de cette semaine ici à Bamako? Qu'est-ce qui l'a motivé? Ok. Bon, d'abord, je voulais profiter de cette occasion pour saluer sincèrement nos partenaires internationaux, et notamment la coopération suédoise qui, à travers une agence de gestion de fonds qui s'appelle l'AICF, qui a bien voulu accompagner la FENEM pour l'aider à se structurer et à l'aider à se doter d'une note d'orientation politique. Maintenant, pourquoi nous l'avons organisé? Parce que nous avons des barrières qui empêchent le développement des activités de nos membres. D'accord. Et nous avons identifié ces barrières et la table ronde servait à les porter à la connaissance des acteurs institutionnels tels que les membres du gouvernement et autres acteurs qui sont à mesure d'influer sur les décisions qui vont créer les conditions de développement du secteur privé. Quelles sont ces barrières? Problème de financement? Oui, vous avez le financement. Donc l'accès au financement est très difficile. Et il y a les textes qui ne s'adaptent pas non plus à l'environnement. Oh non, en fait, oui, vous avez les textes aussi, ça c'est en matière de réglementation. Oui, réglementation. Les textes sont très vieilles. Oui, c'est caduc. 20 ans, d'autres ont 23 ans aujourd'hui, d'autres ont 13 ans. Ouais. Et les délais de relecture des textes sont excessivement longs, au point que les projets de textes se périment même avant leur adoption. Donc, d'accord. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Et l'autre préoccupation qu'on a abordée, c'est la synergie entre l'énergie et les autres secteurs. D'accord. Quand je disais tout de suite à M. le ministre que j'allais avoir l'occasion de lui expliquer. C'est le moment, dites-le rapidement avant qu'on... En quoi est-ce que la FENEM peut être utile? C'est que l'énergie est un catalyseur de développement. Alors, que ce soit l'agriculture, la santé, les PME, PMI, que ce soit les activités génératrices de revenus, l'éducation, l'énergie catalyse tous ces secteurs. Maintenant, le défi pour nous, c'est qu'il y a une très faible synergie entre l'énergie et ces acteurs. Pourquoi? Parce que cela demande des capacités en recherche et développement. Ça demande également des facilitations financières pour pouvoir adapter les solutions d'énergie aux besoins de ces différents secteurs. Alors, qu'est-ce que la FENEM peut apporter à une structure comme les réfugiés? C'est comment faire en sorte qu'ils passent de l'assistanat à produire pour se nourrir. Imaginez simplement que vous aménagez des périmètres pour ces réfugiés, et puis avec des solutions d'irrigation solaire, des pompes qui n'ont pas besoin de carburant, et des pompes qui sont fiables, et les gens, au bout de quelques mois, ils n'auront plus besoin qu'on les rapporte à manger. D'accord. Et c'est ça la solution durable pour régler le problème des réfugiés. Ok. Alors, si on mettait tout ça dans un seul paquet, votre table ronde, il s'agit vraiment de tout faire pour vous renforcer et réussir ce qu'on appelle la transition
énergétique. C'est bien cela. On a même l'impression qu'on est dans un monde en transition aujourd'hui, hein. Transition économique, transition politique. Et M. Silla vient de nous dire tout à l'heure qu'ils sont en transition aussi pour pouvoir repérer tous les retraités. Un monde de transition, on va le dire. Comment maintenant, à votre niveau, transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, la transition énergétique. Il faut d'abord que je vous explique c'est quoi l'énergie. D'accord, énergie, c'est Voilà. quoi? Donc, l'énergie, c'est le caractère d'un système matériel capable de fournir du travail dont ont besoin les réfugiés. Et quand j'ai écouté les deux interlocuteurs, j'ai compris pourquoi vous avez choisi ces trois. Parce que à écouter Monsieur Silla, Monsieur Silla, je comprends parce que parmi les problèmes de financement que j'ai évoqués pour le secteur privé, les banques notent que les ressources qu'elles ont, ce sont des ressources qui ne sont pas longues. Or, l'énergie, le temps de retour sur investissement est long. Donc, les ressources au niveau des banques ne sont pas adaptées à financer ces activités. d'accord. Or, quand vous prenez les caisses de retraités, que ce soit l'Institut de prévoyance sociale ou eux, un fonctionnaire, quand il commence à cotiser, il cotise en moyenne 25 ans. Ouais. C'est un délai suffisant pour financer un projet d'industrie ou un projet solaire. Il suffit simplement que eux et nous, avec cet esprit, qui déposent leurs ressources au niveau des banques pour que les banques soient capables d'accorder des crédits de longue durée pour le secteur de l'énergie qui va créer des conditions d'une transformation économique du Mali. D'accord. Sans ça, on est dans l'impasse. D'accord. Voilà. Maintenant, transition énergétique. Il faut quitter quoi pour aller vers quoi? Voilà. Donc, quand j'ai défini l'énergie, il y a des sources d'énergie. Par exemple, le bois, c'est de l'énergie. Le pétrole, l'essence, c'est de l'énergie. L'électricité, c'est de l'énergie. Alors, mais les sources de production de l'énergie, il y a des sources durables telles que le soleil, le vent, l'hydraulique, et des sources qui s'épuisent telles que les hydrocarbures, le bois. Maintenant, la transition, c'est de quitter Ouais. les sources de production qui s'épuisent vers les sources de production de l'énergie qui ne s'épuisent pas. D'accord. Ok. Alors, maintenant, on le sait, il faut quitter vers les fossiles, il faut thermique et tout. Comment maintenant il faut y aller? Comment il faut s'y prendre? Voilà. Donc, nous, à la FENEM, nous avons... Parce que vous, là, c'est énergie nouvelle, énergie renouvelable. C'est bien cela. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comment il faut s'y prendre? D'abord, sur le plan réglementaire, il faut avoir des textes qui le permettent. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, si on dit que nous sommes à mesure de vendre un surplus d'énergie, vous installez des panneaux solaires sur votre toit, vous couvrez vos besoins et l'énergie de surplus, vous pouvez la vendre. Oui. Ça peut favoriser tout de suite les installations au niveau des toits de Bamako. D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Donc, possible. Monsieur Dambélé, nous avons les terres, nous avons le soleil, nous avons le vent. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller aujourd'hui vers cette énergie qui va couvrir nos besoins et faire de nous-mêmes des exportateurs d'énergie? C'est ce que vous dites, les spécialistes, non? Aujourd'hui, ils sont combien les Maliens qui n'ont pas accès à l'énergie? Pourcentage. Il y a au moins 70% des Maliens qui n'ont pas accès à l'énergie. Qui n'ont pas accès. Il n'y a que 30% qui ont accès. Ouais. Et quelle énergie? Thermique. Tout à fait. Surtout. Il faut changer la donne. Oui. Vous en êtes capable, vous les privés. Nous avons les solutions. Ouais. Maintenant, nous seuls, on ne peut pas. Vous avez identifié ce qu'il faut. Exactement. D'accord. Vous les avez testés. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Il nous faut La d'abord... confiance du gouvernement? Il faut la confiance du gouvernement, la création d'un environnement avec un climat des affaires sain qui va favoriser les investissements. Il nous faut également des ressources adaptées à l'activité. D'accord. Il faut un environnement concurrentiel assaini. Et j'ai bien écouté monsieur le ministre, je ne vais pas rater cette occasion, quand il a souligné la montée en puissance de l'armée qui est en train de détruire les terroristes. Pour nous, certains de ces terroristes proviennent
de nos enfants qui n'ont pas de perspective. Oui. Hier, j'étais à l'Assemblée générale du CNPM, au compte de l'OPECOM, et le président, dans son discours, a dit que le besoin de création d'emplois par an, c'est 400 000 emplois. Mais nous, secteur privé, qu'on ne peut créer que 50 000. Autrement dit, vous avez 350 000 jeunes qui sont laissés pour compte et qui deviennent des proies faciles pour le recrutement au niveau des groupes djihadistes. Et donc, il faut armer l'armée maintenant pour les détruire. Imaginez un seul instant que le secteur privé soit capable de les empêcher d'être enrôlés. Bon, ça n'empêche pas le besoin de la montée en puissance de l'armée, mais ça va rendre durables les efforts de paix. Parce que même si vous détruisez ceux qui sont aujourd'hui, tant que les raisons qui mettent les gens dans ce contexte ne sont pas... C'est une roue qui tourne là, ça va revenir. Oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment un lien étroit. Le secteur privé doit être regardé comme l'armée. Il faut que le gouvernement puisse avoir cette approche de créer des conditions de montée en puissance du secteur privé. Ok, en une phrase, qu'est-ce que la table ronde a retenu? On est à la fin de l'émission. Alors, la table ronde a retenu d'abord de poursuivre les actions de plaidoyer, étant donné que nous avons eu cette occasion de partager nos préoccupations et les pistes de solutions que nous suggérons. Parce que votre département de tutelle était là, le ministère des le Mines, de l'Énergie et de l'Eau était là. Ils étaient là. Oui, et d'autres acteurs aussi étaient là. Donc pour nous, c'est ça. C'est maintenant continuer les plaidoyer auprès des structures concernées pour que nos préoccupations soient des termes de référence dans leur travail quotidien. Vous êtes là pour résoudre des problèmes du secteur privé. Voici leurs préoccupations et vous devrez travailler sur ces préoccupations. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de collaboration étroite entre vous. Non, ça il faut le dire. Vous ne voyez pas du tout. Non, il faut le dire clairement que nous avons par moment l'impression qu'au-delà des slogans, il n'y a pas une volonté concrète pour appuyer le secteur privé. Et c'est pour ça que même la Banque mondiale l'a signalé. Les entreprises maliennes sont tellement défavorisées que même les marchés qui leur reviennent de droit, parfois vous avez des critères qui les écartent. Quand vous allez demander par exemple pour postuler à un marché avec une technologie aussi basique qu'il faut avoir un chiffre d'affaires de 10 milliards par an, il est évident que conceptuellement vous avez écarté les Maliens. Absolument. Et ça ne doit pas être de citer si la vision est que la prise de conscience que le secteur privé est le moteur de la croissance économique. Si ça c'est bien ancré, des choses comme ça ne devraient jamais se passer. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, vous restez confiant. Ah mais on n'a pas le choix, on a qu'un seul pays et nous nous battons. C'est un optimisme béat, vous pensez quand même que vous allez faire bouger les lignes. Mais c'est pour ça que nous faisons ce que nous pouvons faire. C'est que continuer la sensibilisation, continuer le plaidoyer auprès des autorités. Et je salue la présence de ces deux personnalités qui sont de l'État pour porter la voix de notre secteur. Si notre secteur n'est pas debout, il n'y aura jamais de la sécurité au Mali. Oui, mais pour que votre secteur soit debout, ça ne dépend pas seulement que des pouvoirs publics. Le secteur privé performant, dynamique, c'est trouver l'argent où ça se trouve sur la planète aussi. Ce n'est pas que l'argent, mais il faut aussi avoir des ressources humaines de qualité. Un de nos gros ça va de pair. Un de nos gros défis, c'est que l'école ne produit pas des produits de qualité qui permettent au secteur privé de s'en sortir. D'accord. Et une entreprise n'a pas les moyens simplement de former ses agents ensuite dans un contexte comme ça. Il faut que l'État crée les conditions de formation de qualité. D'accord. Merci à vous. En tout cas, la FENEM est en marche. Et faites tout pour qu'on ait de l'électricité propre, accessible, abordable. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Voilà. Comme je vous ai dit que le défi du solaire aujourd'hui n'est pas technologique ni technique. D'accord. C'est juste des dispositions réglementaires, des mesures à prendre et une vision pour le secteur privé. D'accord. Ok. Monsieur Sylla, à partir de quelle date le 28, le 18 juillet, faire l'opération et on saura exactement, ils sont combien ces pensionnés de la caisse malienne de sécurité sociale et combien on met dans la cagnotte également. Absolument. Ça vous coûte combien par an ou par mois?
par mois environ 10 milliards. 10 milliards, Environ, tous les mois. Oui, environ 10 milliards. Important quand même. C'est important. Effectivement, déjà, à une semaine de l'opération, nous avons pu enrôler environ 23 000 retraités. Voilà, c'est dire aussi que la direction générale de la CMSS, sous le leadership du DG, a pris les dispositions pour faciliter cette opération. Donc nous avons pu, avec cette préparation, absorber un grand nombre de pensionnés. En 5 jours d'opération, on a 23 000 retraités. Donc effectivement, à terme, au 18, on espère qu'on aurait reçu le maximum. Mais toujours est-il que l'objectif, c'est aussi de permettre de rationaliser nos dépenses en arrêtant les pensions indues qui peuvent être payées. Voilà, le contrôle physique est un moyen. Mais de toute façon, à partir du 18, vous allez venir nous dire si les résultats de l'arrivée répondent aux attentes du départ. C'est bien cela. D'accord. Monsieur le ministre, en attendant, vous avez des minutes pour cela. La prochaine célébration de la journée mondiale des réfugiés. Qu'est-ce que vous avez dans les pipes tout de suite là pour améliorer davantage le secteur? Bon, naturellement, avant ça, je voudrais rapidement dire 2 mots par rapport à l'intervention de l'honorable. Vous savez, le secteur privé doit être le support pour le développement d'un pays. Mais le problème de notre secteur privé est que souvent, il ne compte que sur le marché public pour se développer. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait plus de génie, de créativité à ce niveau pour pouvoir booster l'économie du pays. Maintenant, il n'a pas répondu justement à cette question quand on lui a dit l'argent c'est ailleurs aussi. Voilà, justement, parce qu'en réalité, nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Un pays où le nombre de fonctionnaires ne dépasse pas les 500 000 au maximum. Naturellement, c'est le secteur privé qui doit vraiment booster l'économie. Donc, par rapport aux réfugiés et aux déplacés, nous savons que le monde aujourd'hui a besoin d'une synergie d'action pour diminuer réellement les conflits. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, pour le cas spécifique du Mali, nous sommes en train de travailler en synergie d'action, que ce soit l'armée, que ce soit les autres départements sectoriels, ensemble, main dans la main. Il s'agit de pacifier le pays, d'amener la paix, et tout le reste, ça va suivre, Inch'Allah. Au niveau de notre département, nous avons une politique nationale, un plan national pour le retour non seulement de nos compatriotes et l'assistance de ceux qui sont réfugiés dans notre pays. Ok, très bien. Merci à vous, M. Oumarou Diarra, ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. À vous, M. Abdoulaye Silla, conseiller technique auprès du DG de la CMSS. M. Konimba Traoré, Konimba Dambélé, ingénieur vice-président de la FENAM. Bien, merci. Sarah Collet, on est déjà en fête de boubou des fêtes. Avant l'heure, nous vous souhaitons une très bonne fête de Tabaski et que Dieu sauve le pays, la paix, la prospérité, le bonheur et dans tous les domaines, tous les secteurs. Merci. Et c'est le vœu avant l'heure de l'équipe de l'ORTM, mais spécifiquement de Actu Hebdo. Tout à l'heure, le journal de 13h. Et c'est avec Abibatou Koyan Diakité, passé d'excellents moments de télévision sur l'ORTM.